Cher maître, chers collègues, c'est vraiment avec un réel plaisir que je prends la parole pour vous parler en fait, de ce thème que nous avons préparé pour l'été de cet après-midi. Initialement, je devais vous parler plutôt de la prise en charge des dyspnées. Mais vu que la journée mondiale du cœur est célébrée le 29 septembre de chaque année, c'est pour ça, en fait, j'ai pris sur moi l'initiative de modifier un peu le thème pour vous parler du cœur. Parce que l'objectif premier de cette journée, c'est de sensibiliser le grand public sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, comment prendre soin de son cœur? Peut-être juste une toute petite précision. Là, nous parlons vraiment du cœur au sens propre du terme. Hein. Pas de confusion. Alors, le cœur, on le sait tous, c'est un organe hein, qui est situé dans la poitrine. On ne va pas faire la situation, je ne sais pas, anatomique, géographique. En fait. Et là, comme on le voit, l'activité en fait cardiaque, elle apparaît déjà à J22, J23, soit 5 semaines et demie d'aménorrhée chez la femme. Ça veut dire que l'embryon, à ce moment, ne mesure que 3 mm. Hein. Et déjà, on a une activité cardiaque. Donc, comme vous le voyez, la plupart des femmes enceintes ne savent même pas qu'elles sont en fait en état de grossesse, que le cœur lui commence déjà à battre. Et le cœur, il a une taille de 12 cm. Pour un poids qui est compris entre 250 et 300 grammes chez l'adulte. Le cœur, c'est entre 100 000 et 120 000 battements par jour. Il y a 3 milliards de battements à peu près dans la vie. Maintenant, pour tous ceux qui veulent calculer le solde de leur compte en matière de battements, je pense qu'à vos calculettes, hein, il faut savoir à peu près combien de battements il reste. Et chaque minute, chez un adulte au repos, le cœur, il pompe environ 5,25 litres de sang. Chaque minute. Pendant que vous êtes assis. Et par jour, c'est environ 8000 litres de sang qui sont pompés. Donc, vous conviendrez avec moi que le cœur, c'est vraiment un organe noble. Un organe noble que nous devons absolument prendre soin. Absolument. Et tout au long de la vie, ce cœur, il est soumis en fait à ce que moi j'appelle plusieurs agressions. Les cardiologues appellent plutôt facteurs de risque cardiovasculaire. Moi, je pense que tous ces facteurs de risque cardiovasculaire, c'est effectivement des éléments en fait, qui vont agresser notre cœur. Là, j'ai essayé de schématiser un peu quelques éléments qui constituent en fait une réelle agression au niveau du cœur. Le premier, c'est l'âge. Ensuite, vous avez l'alcool. On a la colère, le cholestérol, le diabète, l'hypertension artérielle, l'obésité, le tabac et le stress. Voilà quelques éléments en fait que j'ai cités. Je pense bon, on va essayer de faire le tour de ces différents éléments et en parler un par un. Pour ce qui est de l'âge, c'est vraiment un facteur de risque cardiovasculaire chez les hommes à partir de 50 ans. Et chez les femmes, c'est un peu plus tard. C'est à partir de 60 ans à cause en fait des hormones féminines qui sont protectrices tout au long de la vie. Malheureusement, pour ce qui est de l'âge, on ne peut rien faire. C'est un facteur de risque, comme on le dit, non modifiable. À côté de l'âge, on va parler de l'alcool. L'alcool, on le sait très bien, est nocif. Parce que l'alcool augmente la pression artérielle, il abîme le foie et le cœur. Mais il faudrait le savoir, la consommation modérée d'alcool serait associée à une diminution du risque cardiovasculaire par rapport à l'abstinence ou à la consommation élevée. Donc, ceux qui consomment l'alcool de façon modérée ont un cœur qui est en meilleure santé que ceux qui n'en consomment pas du tout, qui consomment en fait de façon exagérée. Et là, attention, je ne suis pas en train d'encourager les gens à aller consommer de l'alcool. Ne dites pas qu'à la sortie, là, on va aller prendre un verre. Non. Bon, qu'on se mette d'accord, hein? Et la consommation excessive d'alcool, elle est associée en fait à une augmentation de la mortalité cardiovasculaire. Alors,
Puisque là, nous avons parlé de consommation modérée. Qu'est-ce qu'on entend par consommation modérée d'alcool? La consommation modérée d'alcool, c'est 1 à 3 unités d'alcool par jour. Et une unité d'alcool, ça correspond en fait à 80 ml de vin. Eh bien, c'est 250 ml de bière normale. Ou alors, entre 30 et 50 ml de liqueur. Ces quantités, en les multipliant par 3, vous allez toujours rester dans la consommation modérée. Dès que vous allez au-delà, on est dans l'excès. Si la consommation maintenant d'alcool dépasse 3 unités par jour, c'est sûr qu'on peut avoir une augmentation en fait de la tension artérielle. Un trouble du rythme cardiaque qui peut conduire en fait à la mort, ou même chez certains patients, ils développent une cardiomyopathie. Et d'autres font une hémorragie cérébrale. Là, vous avez en fait une image échocardiographique du cœur. Vous avez vu, là, c'est un cœur qui est tout à fait normal, avec des cavités qui ne sont pas dilatées. Mais à force de consommer, avec une consommation excessive d'alcool, vous voyez ici, c'est le ventricule gauche qui est là, il est vraiment hyper dilaté. Et c'est dû essentiellement à la consommation excessive d'alcool. C'est la même chose que vous avez ici. Mais chez les alcooliques aussi, il y a des études qui ont démontré en fait que lorsqu'on réduit la consommation d'alcool, on fait baisser la pression artérielle systolique de 4 mm de mercure en moyenne. Et sur ce chapitre, je dirais en conclusion tout simplement que l'alcool est beaucoup plus inutile qu'utile. Donc, ce n'est pas la peine de sortir de là pour dire que bon, le docteur Ibra a dit consommation modérée, c'est bien pour le cœur, on va. Non. D'accord? Alors, maintenant, on va parler de la colère. Les accès de colère augmentent en fait le risque de survenue d'événements cardiovasculaires. Parce que la colère, elle augmente la fréquence cardiaque, la pression artérielle. La colère, en fait, elle stimule l'inflammation et augmente l'agrégation des plaquettes. Qui dit inflammation, agrégation des plaquettes dit en fait formation d'un bouchon au niveau de l'artère qui irrigue le cœur. Voilà pourquoi un accès de colère peut conduire à la fameuse crise cardiaque. Donc, sur un accès de colère, on peut mourir. Parce qu'il y a des études qui ont démontré qu'un violent accès de colère multiplie par près de 2,5 le risque de faire un infarctus du myocarde dans les 2 heures qui suivent. Donc, attention. Et les personnes les plus colériques, ça, c'est des chercheurs qui sont arrivés à démontrer cela, les personnes les plus colériques avaient un épaississement beaucoup plus important des artères du cou, les carotides. Chez les personnes les plus colériques, les carotides sont beaucoup plus épaisses. Et ça favorise la survenue en fait des AVC. Et selon une étude récente américaine, la colère, elle augmenterait le risque d'infarctus avant la cinquantaine. Alors, lorsque vous vous mettez en colère, vous mettez en fait sous tension, ce sont 5 muscles au niveau de la face. Quand vraiment on est en colère. Et seulement 12 quand on sourit. Alors la question que je pose, mais pourquoi vous voulez vous sourire à chaque fois? Ceux qui sont colériques. Pour ça, on dit alors, avant de vous mettre en colère, respirez à fond. Il faut penser à votre santé fragile. Et nous, cardiologues, nous disons, avant de vous mettre en colère, pensez à vos coronaires. Il vaut mieux les préserver. Le cholestérol, je pense que ça va être l'objet tout à l'heure de la présentation de notre ami. Le cholestérol, il faut savoir que c'est juste un corps gras qui est fabriqué déjà par l'organisme et qui se retrouve dans l'alimentation. Le cholestérol sert en fait à la synthèse de nombreuses hormones et à la structure des membranes qui entourent les cellules. Là, c'est l'excès, c'est surtout l'excès de cholestérol qui est un facteur de risque pour une maladie du cœur et du vaisseau. Le cholestérol, qu'est-ce qu'il va faire? Il va provoquer en fait des dépôts, comme vous le voyez ici. C'est des dépôts sur la paroi artérielle. Et on aura une perte de l'élasticité de ces artères. Et vous voyez bien que quand on a ce dépôt, ça réduit en fait le calibre de l'artère. Donc, je ne sais pas si vous voyez les petits points rouges qui sont là, c'est les globules rouges qui circulent. Et le cholestérol, là, il va se déposer. À un
moment, il va complètement boucher le vaisseau qui est là. Donc, vous voyez ici, il n'y a plus de point rouge. Donc là, il a complètement bouché le vaisseau. Et c'est ça qui conduit en fait à la fameuse crise cardiaque, l'infarctus du myocarde. Alors, il faut lutter en fait contre l'excès de cholestérol. Comment lutter contre l'excès? Parce qu'on a vu que ce n'est pas le cholestérol en lui-même, mais c'est l'excès de cholestérol qui est un facteur de risque d'événement cardiovasculaire. On commence toujours par réduire en fait les graisses visibles dans notre alimentation. Les graisses visibles, c'est la viande grasse, les graisses de cuisson. Parce que c'est vrai qu'en bon nigérien, quand nous allons toujours chez le boucher, nous disons nous servir en fait la partie la plus grasse. Mais attention, il vient de réduire. Mais là encore, j'attire votre attention parce qu'il y a une étude qui a démontré que la consommation de la graisse animale baisse le risque de mortalité toute cause de 25% et le risque d'AVC de 18%. Vous voyez qu'on ne demande pas de supprimer parce que si vous supprimez, c'est un problème. Il faut juste réduire en fait la consommation de la graisse. Mais à côté, il faut se méfier aussi des graisses qui sont cachées, surtout dans les produits laitiers. Le yaourt, le fromage, le lait frais et les plats qui sont cuisinés du commerce, qui sont cuisinés à l'extérieur. À côté de tout ça, il faut aussi préférer les bonnes graisses, parce qu'il y a les graisses qui sont vraiment bonnes, c'est le poisson gras. C'est pour ça, dans toutes les recommandations, on vous dit, si c'est possible, de toujours manger un bon poisson gras 1 à 2 fois dans la semaine. Et mesdames, pour les cuissons, il faut toujours privilégier les huiles végétales. Parce que là, ce sont des bonnes huiles qui sont sans cholestérol. Toutes les huiles qui viennent des végétaux. Réduisez les aliments qui sont riches en cholestérol. Parce que dans certains papiers, on parle de jaune d'œuf. Et j'ai vu plusieurs études, des études récentes aujourd'hui, qui disent que le jaune d'œuf, en fait, n'entraîne pas une augmentation du cholestérol. Ils recommandent d'ailleurs la consommation. Mais certaines données nous disent non, le jaune d'œuf, il faut en consommer pas plus de 2 œufs par semaine. Ce qui est sûr, les abats, le beurre, la crème, le fromage gras, tout ça, c'est énormément de cholestérol. C'est des choses qu'il faut absolument éviter. Et diminuer en fait les aliments et boissons sucrées d'alcool. Et enfin, le point le plus important, c'est surtout ça, il faut bouger. Il faut bouger, c'est une activité physique régulière et respirée. Je reviendrai un peu sur ce point-là un peu plus tard. Le 5e point, c'est le diabète. Le diabète, on l'avait vu avec notre cher maître la dernière fois, c'est un trouble en fait de l'assimilation, de l'utilisation et du stockage du sucre apporté par l'alimentation. Cela va se traduire par un taux de sucre qu'on appelle la glycémie élevée. C'est pour ça qu'on parle d'hyperglycémie. L'hyperglycémie, elle conduit avec le temps à des atteintes graves de nombreux organes, plus particulièrement les vaisseaux sanguins, les nerfs. Pour ça, le diabète, avec le temps, peut endommager en fait tous ces organes que vous avez ici. Les yeux, le cerveau, les reins, les vaisseaux, le cœur. Et il faut le savoir que le diabète multiplie par 6 le risque d'un infarctus du myocarde. Donc, un diabétique a 6 fois plus de malchance, je vais dire, de faire un infarctus du myocarde par rapport à un non-diabétique. Et 50 à 70% des diabétiques meurent malheureusement de maladies cardiovasculaires. Voilà pourquoi il faut une collaboration étroite normalement entre cardiologues et diabétologues dans la prise en charge du diabète. Parce que la plupart de leurs malades meurent malheureusement de maladies cardiovasculaires. Après le diabète, nous allons parler en fait de l'hypertension artérielle. La pression artérielle, elle correspond en fait à la pression que le sang exerce, comme vous le voyez ici, sur les parois des artères. Et c'est grâce à cette pression que le sang circule au niveau des différents organes. Et l'hypertension artérielle, c'est en fait la cause la plus répandue des maladies cardiovasculaires.
et de l'insuffisance rénale. On va parler d'hypertension artérielle lorsque la pression systolique, c'est la pression qui est mesurée lorsque, comme on le voit ici, le cœur se contracte. Donc, vous voyez ici, le cœur ici contracté. Donc, la pression qui est mesurée lorsque le cœur se contracte, c'est ce qu'on appelle la pression artérielle systolique. Donc, c'est lorsqu'elle est supérieure à 140 mm de mercure. Ou, communément, c'est que, bon, quand on mesure, on dit 14. Parce que j'ai vu des patients, ils me disent, ah, docteur, combien j'ai de tension? Quand j'ai dit 140 mm de mercure, ça veut dire quoi? Les gens sont toujours habitués à 12, 13, 14, bon, 12, c'est en centimètres de mercure tout simplement. Et là, normalement, la pression va être mesurée plutôt en millimètres de mercure. Et la diastolique, c'est la pression qui est mesurée lorsque le cœur, comme on le voit ici, se relâche complètement. Donc la pression qui existe dans les vaisseaux au moment où le cœur se relâche complètement, c'est ce qu'on appelle la pression artérielle diastolique. Et elle doit être, enfin, quand elle est supérieure à 90 mm de mercure, c'est en ce moment qu'on parle d'hypertension artérielle. Donc, l'hypertension artérielle se définit par une pression artérielle systolique supérieure à 140 mm de mercure, ou une diastolique ou une diastolique supérieure à 90 mm de mercure. Ça, c'est des chiffres officiels. Parce que j'ai vu des personnes qui me disent, non, avec mon âge, ça va. Non, ça ne va pas. Dès que ça dépasse ça, il faut faire très attention. Inciter les gens à aller consulter. Parce que si l'hypertension artérielle n'est pas maîtrisée par un traitement, il y a des complications en fait qui peuvent survenir. Et vous voyez bien que les complications, c'est les mêmes complications qu'on retrouve avec le diabète. C'est les mêmes. C'est au niveau des yeux, le cerveau, rein, les vaisseaux au niveau du cœur. La prise en charge en fait de l'hypertension artérielle, elle passe avant les médicaments par le respect des mesures hygiéno-diététiques. Et parmi ces mesures hygiéno-diététiques, il faut encourager en fait les gens à perdre du poids quand il y a une surcharge pondérale. Il faut diminuer la consommation de sel. Je reviendrai un peu sur ces deux points tout à l'heure. Recommandation toujours d'une activité physique. Vous voyez que différents facteurs de risque, à chaque fois, nous recommandons la pratique d'exercice physique. Important. Les hypertendus, parce qu'il y a eu une étude qui a montré que les hypertendus qui sont traités, mais non contrôlés, c'est-à-dire qu'ils prennent leur traitement normalement, ils ne sont pas du tout contrôlés, et ces hypertendus qui sont sensibles au sel peuvent en fait obtenir une baisse de 20 mm de mercure en une semaine en réduisant tout simplement leur consommation de sel de 15 grammes à 3 grammes. C'est-à-dire qu'un hypertendu, où vous mesurez la pression artérielle, sous traitement, il est à 160 mm de mercure. Il consomme du sel normalement, jusqu'à 15 grammes de sel. Il suffirait juste de lui dire de réduire, revenir à 3 grammes de sel. Et bien, en une semaine, au lieu de 160, il va se retrouver avec 140 mm. Donc, vous voyez que rien que la réduction du sel, c'est l'équivalent de la réponse à une monothérapie, à un traitement juste avec une. Il y a une chose aussi chez les hypertendus, je ne sais pas s'il y a des amateurs de la sieste, les hypertendus qui adorent la sieste, n'hésitez pas à faire la sieste parce qu'il y a des investigateurs en fait, qui ont constaté que les hypertendus qui font la sieste ont une pression artérielle systolique qui est abaissée de 6 mm. Donc il y a 5% de baisse à peu près juste en faisant la sieste. C'est pour ça que je vais dire une chose. N'oubliez pas de mesurer de façon régulière la pression artérielle. Je le dis toujours, les médecins, quel que soit le motif pour lequel le patient vient consulter chez vous, à mon avis, la première des choses qu'il faut faire, c'est toujours de prendre sa tension artérielle. Parce qu'il y a environ 30%
80% de personnes qui ne savent même pas qu'elles sont hypertendues. En tout cas, moi, si j'ai le pouvoir, j'installerai des tensiomètres même chez les dentistes. Alors, pour préserver sa santé et retarder au maximum la survenue d'une hypertension artérielle, il est essentiel de corriger dès à présent tout ce qui peut être. Parce que l'hypertension artérielle, c'est ce que nous appelons un tueur silencieux. Quand l'hypertension artérielle fait du bruit, déjà, c'est que c'est trop tard. On est déjà au stade de complication, malheureusement. Nous allons parler maintenant de l'obésité. L'obésité, c'est une maladie qui se caractérise par un excès en fait, de graisse corporelle. Parce que tout simplement, les apports énergétiques alimentaires sont largement supérieurs aux besoins de l'organisme. Donc vous voyez que en général, ce sont des personnes qui ne font que consommer, mais malheureusement ne dépensent pas en fait, cette énergie emmagasinée. Mais l'OMS définit l'obésité à partir de l'indice de masse corporelle. Lorsque l'indice de masse corporelle est supérieur à 30 kg par mètre carré. Et l'indice de masse corporelle, il se calcule en fait de cette, voilà la formule, c'est le poids sur la taille au carré. Donc si vous avez votre poids, la taille au carré. Ou bien, l'obésité se définit par le tour de taille chez l'homme, qui doit être quand c'est supérieur à 94 cm. Le tour de taille. Chez l'homme, c'est quand c'est supérieur à 94 cm. Et chez la femme, quand c'est supérieur à 80 cm. Donc, on parle déjà d'obésité. Et l'obésité, malheureusement, est associée à une diminution de la sensibilité à l'insuline. Voilà pourquoi les personnes obèses feront plus de diabète en fait, que les personnes non obèses. Chez les personnes obèses, il y a aussi une élévation du mauvais cholestérol et un abaissement du bon cholestérol. L'hypertension artérielle, l'infarctus du myocarde et le syndrome d'apnée du sommeil. C'est fréquent aussi chez les personnes obèses. Une étude a démontré que lorsqu'on perd juste entre 3 et 4 kg sur 18 mois, 3 4 kg sur 18 mois, on fera baisser la tension artérielle systolique de 6 mm de mercure en moyenne. Vous voyez que ça ne sert à rien, en fait, bon, c'est pas que ça ne sert à rien, mais ce n'est pas recommandé de dire aux malades, non, il faut perdre 10 kg, 15 kg, 20 kg, non. Rien qu'avec 3 4 kg sur 18 mois, on baisse la AS de 6 mm de mercure. Et cette perte de poids va réduire de près de 46% le risque de devenir hypertendu. Plus les 3 4 kg. On va parler à présent du tabac. Il faudrait le savoir, au sein en fait de la fumée de la cigarette, on a dénombré environ 4000 substances. Sur ces 4000 substances, il y en a 40 qui sont cancérigènes. Dans la fumée de la cigarette, il y a une substance qu'on appelle le cadmium. C'est en fait un métal lourd qui est présent dans la cigarette. Et ce cadmium, il va agir en fait au niveau des reins, parce qu'il va détruire les reins. Il agit au niveau en fait des os, au niveau du cœur. Et ce cadmium, malheureusement, il met environ 70 ans pour être éliminé complètement de l'organisme. Vous voyez qu'un fumeur qui dit que j'ai arrêté de fumer, c'est une très bonne chose. Mais il y a l'effet en fait retard de la cigarette au niveau de l'organisme. Et sur le plan cardiovasculaire, les deux principaux coupables sont le monoxyde de carbone et la nicotine. Parce que le monoxyde de carbone, lui, il prend la place de l'oxygène au niveau des globules rouges. Donc, on aura un sang chez le fumeur qui n'est pas très, très bien oxygéné. Ça va réduire la quantité d'oxygène dans le sang, provoquer l'inflammation des vaisseaux, la formation de caillots. C'est un peu ce que j'ai essayé de schématiser ici. Vous voyez bien que c'est une route qui est bien construite, parfaite. Il n'y a pas de défaut sur cette route. Mais là, il y a un camion en fait qui s'est renversé et ça a bloqué toute la circulation. Mais c'est ce qui arrive chez le fumeur. C'est-à-dire que chez le fumeur, le sang circule bien, les vaisseaux en fait sont normaux, il n'y a aucun problème, mais seulement on peut avoir un gros caillot qui va venir
boucher la circulation. Je me rappelle bien, si le docteur Sani se souvient, on a reçu un patient comme ça, un jeune patient, qui le matin s'est réveillé normalement, il est allé au service. Mais comme il est venu un peu plus tôt, il dit, bon, je vais aller prendre le petit déjeuner avec les amis. Il a à peine commencé son petit déjeuner qu'il a ressenti une violente douleur dans la poitrine. Il est venu, il avait fait en fait un infarctus à l'intérieur. Heureusement, le cathétériseur était là, mais dès qu'on a fait la poro, on a trouvé un gros caillou. Ses artères sont saines, mais il y avait un gros caillou qui bouchait complètement la cornère droite. Dieu merci, on a pu déboucher rapidement et puis tout est rentré dans l'ordre. Donc, comme je le disais, donc fumer favorise la formation de caillots sanguins. Donc, c'est un peu ce que vous avez ici. Vous voyez qu'il y a une artère qui est là. Et chez le fumeur, il y a ce gros caillou-là, qui s'est constitué, qui va boucher complètement cette artère. Ou alors, des fois, si ce n'est pas le caillou qui bouche l'artère, c'est qu'on a des spasmes sur l'artère. L'artère peut spasmer. Et là, quand il spasme, vous voyez bien que le sang ne peut plus circuler. Et ça va conduire aussi à un infarctus. Donc, c'est là où on va aller vérifier chez le fumeur, on va trouver que non, il n'y a rien. Mais il a fait son infarctus, mais c'est une artère qui est complètement saine. C'est soit un spasme en fait. Donc, le tabac augmente le risque de diabète. Que ce soit le tabagisme passif ou actif. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, celui qui fume et qui vient à chaque fois fumer en fait, sa cigarette avec des amis qui sont non-fumeurs. Ou bien c'est votre conjoint qui est fumeur, il est toujours là assis dans le salon en train de fumer sa cigarette alors que tout le monde est là. Eh bien, vous partagez le même risque. Hein? Partager le même risque. Et fumer aussi diminue en fait le bon cholestérol. Donc l'effet du tabac sur les complications cardiovasculaires n'est pas linéaire. C'est-à-dire que le risque n'est pas 20 fois moindre pour la consommation d'une cigarette par jour par rapport à la consommation de 20 cigarettes par jour. Je vais dire par là que quelqu'un qui consomme 20 cigarettes par jour n'a pas 20 fois plus de risque de développer une maladie cardiovasculaire par rapport à quelqu'un qui ne consomme qu'une cigarette par jour. C'est égalité, hein, parfait. Si c'est 20 cigarettes, une cigarette, égalité. Pour ce qui est du risque, en fait, de développer une maladie cardiovasculaire. Eh bien, on n'enregistre aucun risque à arrêter de fumer. Il n'y a vraiment pas de risque à arrêter de fumer. S'il y a des fumeurs, fumez aujourd'hui, sachez-le, il n'y a aucun risque à arrêter de fumer. Au contraire, il n'y a que des bénéfices pour la santé. La santé physique et la santé financière aussi. Donc, la protection du cœur passe par l'arrêt du tabagisme. Sachez-le aussi, le tabagisme, il réduit la vie, hein, d'environ 1,25 ans. Donc, vous avez 1,25 ans en moins chaque fois que vous fumez. Mesdames, je vais ouvrir une parenthèse en parlant un peu de l'enfant, puisque nous sommes dans la fumée. On va parler un peu de l'enfant. Donc, attention, il y a une étude, en fait, américaine récente, qui a démontré que brûler de l'encens est dangereux pour la santé. Donc, les conclusions de l'étude permettent en fait de mettre en évidence que lorsque l'encens se consume, il libère des polluants comme le monoxyde de carbone, le formaldéhyde, les oxydes d'azote en quantité importante. Et bien, les chercheurs, ils ont observé au niveau des cellules pulmonaires une réaction qui est similaire aux troubles respiratoires qui sont observés lorsqu'on est exposé à la fumée de la cigarette. Donc, pour dire que quand vous brûlez de l'encens, c'est un peu comme si vous êtes en train de fumer. Et cette étude, elle a été faite à partir en fait de l'encens qui vient des pays arabes. Donc, vous voyez les petites tiges là, sur lesquelles on brûle. L'étude n'a pas été faite avec nos encens ici, où c'est des troncs d'arbres carrément qu'on découpe pour verser plusieurs choses là-dessus. On ne sait même pas en fait finalement ce que c'est. Donc attention, l'encens pourrait bien provoquer des maladies respiratoires et cardiovasculaires. Voilà. On va enfin aborder le dernier point qui est le stress. Je vais réserver pour la fin parce qu'il y a beaucoup de choses à dire.
Le stress, en fait, c'est un mot anglais qui signifie tout simplement effort intense. C'est une tension nerveuse qui est causée par les contraintes du travail, par exemple, mais aussi une réaction de l'organisme à des agressions extérieures brusques. Il faut savoir que le stress, c'est juste un phénomène d'adaptation du corps qui permet à chaque individu de réagir face à son environnement. Donc, le stress, c'est un phénomène qui est indispensable à l'adaptation de notre organisme aux contraintes extérieures. Je veux dire par là, lorsque vous êtes en train de vous promener la nuit, vous voyez tout de suite quelqu'un qui vient vers vous, quelle va être votre réaction? Ça va être une réaction de défense. Le cœur, il va se mettre à battre vite. Vous aurez une respiration, en fait, qui va s'accélérer. On va commencer à transpirer. Des fois, si à l'excès, on peut perdre des urines. Eh bien, vous êtes stressé, tout simplement. C'est ça, le stress. Donc, on peut le dire, le stress, ce n'est pas quelque chose qu'il faut véritablement éviter à tout prix. Il existe, en fait, chez tout le monde. En fait, l'absence de stress, c'est vraiment la mort. Il n'y a que les morts qui ne sont pas stressés. Et le stress, comme je l'avais dit tout à l'heure, se manifeste par l'activation du système nerveux sympathique et la libération de certaines hormones de stress. Et c'est pour ça, en fait, l'organisme face au stress va réagir en entraînant une augmentation de la fréquence cardiaque, une élévation de la tension artérielle, une augmentation de la fréquence respiratoire, dilatation des pupilles, hérissement des poils. Et cette réponse au stress est là pour but de permettre à l'organisme de se défendre. C'est ça le but du stress, contre l'agression. Le stress est donc avant tout une réponse positive qui permet d'agir et de réagir. Cependant, en excès, il peut avoir un effet négatif sur la santé et notre mode de vie. Donc, c'est toujours l'équilibre. C'est pour ça qu'il faut apprendre à gérer son stress. Il ne faut pas chercher à éliminer totalement le stress. Parce que le stress, il est positif. Hein? C'est un moteur. Indispensable pour s'adapter aux situations que l'on rencontre dans la vie. Lorsque la situation stressante se prolonge, cela peut favoriser le développement de plusieurs maladies, comme l'hypertension artérielle, perturbation du métabolisme lipidique, l'angine de poitrine, l'infarctus du myocarde. Certains auteurs pensent qu'il existe un lien entre stress au travail et l'hypertension artérielle. Et ça, c'est essentiellement les Canadiens en fait qui l'affirment. Il y a un lien entre l'hypertension artérielle et le stress. Mais les Français ont une autre idée parce que pour les Français, le stress n'est pas du tout à l'origine d'une hypertension artérielle. Mais le stress est seulement à l'origine d'élévation tensionnelle transitoire. Et cette élévation, elle est juste ponctuelle, réversible et ne persiste pas lorsque le stress disparaît. Parce que l'hypertension artérielle, c'est une anomalie du fonctionnement des artères. Et le stress n'est pas à l'origine, en fait, de cette anomalie du fonctionnement des artères. Donc, logiquement, le stress n'est pas à l'origine de l'hypertension artérielle. Moi, je suis beaucoup plus d'accord, en tout cas, avec ce que les Français ont dit. Et les données scientifiques actuelles ne démontrent pas que le stress, qu'il soit professionnel ou familial, ponctuel ou permanent, négatif ou positif, soit la raison du déclenchement de l'anomalie de fonctionnement des artères. Comment alors lutter contre le stress? Parce que tout à l'heure, on parlait de lutter contre le stress. Comment vous allez lutter contre le stress? Alors, lorsque la situation stressante se prolonge, il faut faire du sport de façon régulière. Avoir une bonne hygiène de vie, il faut diminuer la prise d'excitants. Tous ceux qui consomment énormément de café et de thé, donc bon, là, c'est une parenthèse, mais diminuer la consommation, la prise d'excitants. Il faut s'accorder des pauses pendant le travail. Parce que c'est comme on dit, il n'y a pas que le travail dans la vie. Positiver et arrêter de noircir les choses. Maintenant, il existe également certaines thérapies, comme le yoga. Bon, malheureusement, ça n'existe pas chez nous.
et à la rigologie, parce que le rire, c'est vraiment le meilleur anti-stress. Le meilleur. Et je vais dire un mot là-dessus. Parce que le rire, de toutes les manières, c'est gratuit. Hein. Le rire, il permet de relâcher les muscles du visage. Contractés par le stress, la pression et l'anxiété du quotidien. Comme on l'a dit, le rire, il est vraiment gratuit. Personne ne va vous facturer, en tout cas, parce que vous avez ri. Il n'y a pas de vous tendre une facture, voilà. Et il est surtout contagieux. Parce que je suis sûr que si je me mets à rire ici, à gorge déployée, il y en a qui vont se mettre à rire sans savoir pourquoi. Et le rire active la circulation sanguine, procurant un apport d'oxygène au cœur. Le rire lutte contre l'hypertension artérielle, il réduit le mauvais cholestérol et augmente le bon cholestérol. Le rire améliore la qualité du sommeil. Rire à gorge déployée permet de libérer les poumons de ces sécrétions et des encombre les bronches, ce qui favorise une plus grande capacité respiratoire. Il va permettre au cerveau de libérer des substances qui calment la douleur et apaisent l'anxiété et le stress. Sachez-le, une seule minute de fou rire, ça a été démontré, ça équivaut à plus d'une demi-heure de relaxation. Voilà pourquoi certaines entreprises, surtout en France, n'hésitent plus à organiser juste des stages de rire pour leur personnel. Alors, pour finir, on va répondre à la question. Comment maintenant prendre soin de son cœur? Bon, il y a plusieurs points, mais pour moi, il y a juste 2 ou 3 règles d'or. C'est pour ça que je l'ai souligné en rouge. Il faut adapter une alimentation saine. Bon, je sais, c'est toujours les légumes verts, les fruits. La consommation de légumes et de fruits réduit la mortalité toute cause de 20% et le risque cardiovasculaire de 13%, juste en consommant fruits et légumes. Les boissons sucrées, attention, elles sont néfastes pour la santé. Tous les jus qu'on a, où on dit que c'est sans sucre, etc., tous ces jus-là ne font pas mieux que les boissons sucrées. Ce que certains auteurs, en tout cas, ont démontré. Il faut favoriser, en fait, le riz, les pâtes. Et ce qui est important, c'est de manger à l'heure des repas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment éviter le grignotage. Éviter de grignoter. Et sachez-le, sauter le petit déjeuner, ce n'est pas une bonne idée. Pour ceux qui ne prennent pas le petit déjeuner, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Parce qu'il y a une étude qui a démontré que les hommes qui ne mangent pas le matin, ils ont un risque coronarien qui est augmenté de 27% par rapport aux autres. Donc c'est pour ça qu'il est recommandé, même si vous n'aimez pas le petit déjeuner, de prendre quelque chose avant de sortir. Toujours dans l'alimentation saine, le sel. Parce que tout à l'heure, j'avais dit que j'allais revenir sur le sel. Le sel, il n'est pas bon pour la santé. Mais, on le sait très bien, il n'est pas bon aussi de manger sans sel. Hein. Alors, combien faut-il consommer de sel chaque jour pour être au mieux de sa forme? Logiquement, il faut se situer entre 4 et 6 grammes de sel par jour. 4 et 6 grammes de sel, ça correspond à une cuillère à café. Juste une cuillère à café de sel par jour. Si vous voulez être précis, vous pouvez mesurer. Parce que les hypertendus qui sont traités non contrôlés peuvent obtenir une baisse de 20 mm de mercure, comme on l'a dit tout à l'heure, en diminuant juste leur consommation de sel de 15 à 3 grammes. C'est-à-dire que 15 grammes, 15 grammes, ça correspond à 3 cuillères à café par jour de sel. Quand ils vont réduire et revenir à une seule cuillère à café, déjà, ils vont obtenir ça. Et les apports élevés de sodium ont été associés à une augmentation beaucoup plus importante de la tension artérielle. C'est pour ça que l'OMS a adopté comme cible une réduction de 30% de la consommation moyenne de sel dans la population. Et le but, c'est d'atteindre une cible inférieure à 5 grammes de sel par jour. 5 grammes par jour, d'ici 2025. Bon, malheureusement, 2025, c'est demain. Hein. Oui. Et moi-même, je l'ai appris quand je préparais en fait le sujet. Une activité physique. Le deuxième point, après
après l'alimentation, c'est pratiquer une activité physique régulière. Une activité physique soutenue réduit le risque de 5 maladies majeures. Cancer du côlon, le cancer du sein, le diabète, maladie coronaire, l'AVC ischémique. Vous voyez, on est dans le mois octobre rose, on parle de cancer de sein, l'activité physique permet de réduire le risque en fait, de cancer du sein. Et l'activité physique permet d'améliorer les fonctions cognitives. L'OMS recommande un minimum de 150 minutes de marche rapide. 150 minutes de marche rapide ou 75 minutes de course par semaine à raison de 4 à 5 jours. Là, ça ne sert à rien de se lever le dimanche parce que je suis en forme. Je vais aller faire mes 150 minutes je vais aller faire mes 150 minutes de marche rapide et venir me coucher et attendre le dimanche prochain. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut 4 à 5 séances dans la semaine pour avoir vraiment le bénéfice sur la santé. Pour les hypertendus, on a obtenu une réduction moyenne de 7 mm de mercure de la pression artérielle systolique et 5 mm pour la pression artérielle diastolique, juste avec les mesures dont on vient de parler. Les 150 minutes de marche rapide ou les 115 minutes de tout court. Les patients diabétiques de type 2 ont amélioré leur santé en marchant juste 5 km par jour, selon une étude italienne. 5 km par jour. Et là, en 2 ans, en faisant cette marche régulière, en 2 ans, le taux d'hémoglobine glycée, la pression artérielle, le taux de cholestérol total et les triglycérides ou le risque cardiaque se sont améliorés chez tous les patients qui font au moins 30 minutes de marche par jour, donc 4 km, sans même perdre du poids. Juste les 30 minutes par jour, 38 minutes du moins par jour, selon cette étude italienne. Donc, troisième point, comme on avait dit, les points les plus importants, il faut bien manger, activité physique régulière, arrêter le tabac, arrêt de l'alcool. Il faut une mesure régulière de la glycémie. Il faut contrôler de façon régulière votre glycémie. Mesure régulière de la tension artérielle. Tout à l'heure, j'en parlais, je disais que dès que vous avez un patient en face de vous, quel que soit par ailleurs le motif de consultation, commencez toujours par mesurer sa tension artérielle. On peut lui sauver la vie. N'oubliez pas la détente, la relaxation. Il faut gérer votre stress et surtout, n'oubliez pas de rire beaucoup. Et je vous remercie. Au nom des laboratoires Strike Pharma, nous disons Assalamu alaikum, salut, Ofofo, Akia Matoulé, Mouché, Jamwali, Jou. J'espère n'avoir oublié personne. Voilà. Ceci dit, pour notre part, nous allons traiter du thème suivant, Cryptor 5 mg et Cryptor 10 mg de décomprimé, une nouvelle approche thérapeutique dans la prise en charge des perturbations lipidiques et en prévention des événements cardiovasculaires. Introduction. Les maladies cardiovasculaires constituent la principale cause de décès au niveau mondial, soit environ 1 million de personnes qui en sont mortes à l'issue de l'année 2017. Il s'agit d'une définition de l'OMS. Parmi les facteurs de risque d'événements cardiovasculaires, de survenue d'événements cardiovasculaires, il y a l'athérosclérose générée par des perturbations lipidiques. Perturbations lipidiques sur lesquelles le tuteur va agir. En effet, le cholestérol et les triglycérides sont des lipides nécessaires à l'organisme humain. Les anomalies lipidiques du sang, ou appelées encore dyslipidémie, sont le plus souvent favorisées par une prédisposition génétique, le surpoids, la sédentarité et l'alimentation. Dès lors, elles constituent un facteur de risque majeur d'athérosclérose. Laquelle athérosclérose est une accumulation
cholestérol, la plaque, sur les parois des artères, ce qui provoque l'obstruction et la circulation sanguine. Ces plaques peuvent se détacher et entraîner une occlusion aiguë de l'artère parenchylique. Aussi, pour le traitement, en prévention primaire comme en prévention secondaire de l'artérosclérose, le laboratoire Sprite Pharma propose une nouvelle approche thérapeutique appelée Flutor 5 mg ou Flutor 10 mg, qui est votre molécule d'origine statine, c'est-à-dire la statine la plus puissante, car la plus récente, mise au point en 2015. Demeurant, ces différentes définitions que nous venons d'énumérer suscitent la question suivante. Quelles sont les recommandations scientifiques internationales pour la prise en charge des perturbations du Quelles stratégies prescrire les préférences et quelles sont les preuves scientifiques internationales de l'efficacité de votre régime en l'occurrence les 5 mg, voire de transformer les 10 mg, qui sont issus des laboratoires extractifs. Quelle corrélation entre dyslipidémie et antérosklérosis? Il y a un cercle vicieux entre ces deux phénomènes. Ce cercle vicieux que le tuteur va viser. Alors, d'abord, on a ici l'image d'une artérosclérose qui est un processus progressif. La phase de début, la phase 2 de progression et la phase 3. Donc, une progression qui caractérise l'artérosclérose. Il faut pouvoir agir sur toutes les phases de l'athérosclérose. Alors, l'initiation, l'évolution et les complications de la plaque athéromateuse ont pour conséquence le dysfonctionnement endothélial. Lequel dysfonctionnement endothélial expose le sujet atteint à des risques de survenue d'événements cardiovasculaires tels que les accidents vasculaires cérébraux, l'accident ischémique inflammatoire, l'infarctus du myocarde, l'angine de poitrine, la pression artérielle élevée, l'insuffisance rénale, les maladies artérielles. En effet, l'athérosclérose coronaire est de loin la cause la plus courante de cardiopathie ischémique. La perturbation des plaques avec une thrombose superposée est la principale cause du syndrome coronarien aigu, angine de poitrine, stade, accident vasculaire. La prise en charge des troubles lipidiques est une étape importante du traitement de l'athérosclérose. Du reste, il est prouvé que l'accumulation de lipides est un facteur clé du développement de l'athérosclérose. Ce qui est corroboré par des essais cliniques qui ont prouvé la progression de l'athérosclérose peut entraîner une infarctus, un AVC, une maladie rénale ou une maladie des artères. Par conséquent, il est important de traiter toutes les phases de l'athérosclérose. En agissant préventivement sur les facteurs de risque, quels sont les facteurs de risque qui augmentent considérablement le risque de coronopathie? On a l'hypertension, la dyslipidémie, l'intolérance au glucose, etc. Chez les malades atteints de dyslipidémie, les risques d'augmentation de coronopathie sont multipliés par plus de 2. Multipliés par 2 fois. Chez les patients qui sont à la fois atteints de dyslipidémie et d'hypertension, les risques sont multipliés par 3,5. Chez les malades associant intolérance au glucose et dyslipidémie, les risques sont multipliés par 4. Chez les malades atteints à la fois d'hypertension, d'intolérance au glucose et dyslipidémie, les risques sont multipliés par plus de 6. Donc, on a déduit que la dyslipidémie, l'hypertension, l'intolérance au glucose, la prise de poids constituent les principaux facteurs de survenue des coronopathies. Les cas de coronopathie sont d'autant plus élevés que ces facteurs de risque sont présents de façon concomitante. Quelles sont les recommandations scientifiques dans la prise en charge? Nous, on va se focaliser sur les recommandations scientifiques, c'est les recommandations les plus fiables. Alors, chez les patients, la première source que nous allons évoquer, c'est les lignes directrices européennes de la Société européenne de cardiologie et de la Société européenne d'athérosclérose. Qu'est-ce que ces lignes directrices? Chez les patients atteints à haut risque, dans la prévention primaire et secondaire, les patients doivent atteindre un objectif de LDL cholestérol qui est inférieur à 35 mg, 55 mg par décilitre ou inférieur
chez les patients à haut risque, un objectif de LDL cholestérol inférieur à 70 mg par décilitre ou à 1,8 mmol par litre. Dans les cas de risque de maladie cardiovasculaire, un objectif de LDL cholestérol recommandé comme étant inférieur à 1 mmol. En cas de risque modéré, objectif inférieur à 2,6 mmol. En cas de risque grave, objectif inférieur de LDL cholestérol. Okay. Deuxième source d'information scientifique, c'est l'essai Mercury. Une étude Mercury 1, une étude multicentrale randomisée en phase B. Et cette étude nous renseigne que comparativement aux autres statines, la rosuvastatine administrée à raison de 10 mg par jour s'est avérée plus efficace pour permettre d'atteindre les objectifs européens acquis de cholestérol LDL inférieur à 3 mmol, soit 116 mg par décilitre chez 80% des patients. Troisième source scientifique, c'est les objectifs de l'ADA. L'ADA étant l'association américaine de diabétologie. Dans le diabète de type 2 est associé à un risque 2 à 4 fois plus élevé dans les maladies cardiovasculaires. Diverses études ont montré que le cholestérol LDL, HDL et les triglycérides sont des facteurs prédictifs d'un indépendant de l'autre. Ainsi donc, l'objectif du cholestérol LDL recommandé, c'est doit être inférieur à 100 mg par décilitre chez les malades supérieurs. S'agissant de l'objectif du cholestérol HDL recommandé, il doit être supérieur à 40 mg par décilitre. Et l'objectif de triglycérides qui doit être recherché inférieur à 150 mg par décilitre. Alors, en conclusion, chez vos patients présentant des risques élevés de couronopathie, prescrivez un traitement efficient qui permet d'atteindre les objectifs du cholestérol LDL conforme aux recommandations scientifiques internationales telles qu'on vient de les énumérer. Alors, quel traitement choisir? Quel traitement choisir? Nous allons dire quelle statine prescrire. Nous vous proposons Triptor 5 mg boîte de 30 comprimés ou Triptor 10 mg boîte de 10. C'est votre rosuvastatine, la solution proposée par le laboratoire Starix Pharma en prévention primaire et secondaire des risques de survenue d'événements cardiovasculaires, et cela conformément aux recommandations scientifiques internationales. Triptor 5 mg boîte de 30 comprimés ou Triptor 10 mg boîte de 30 comprimés, c'est la statine la plus puissante, donc parce que la plus récente, donc la plus puissante. Découvrons ensemble Triptor. Votre rosuvastatine est un inhibiteur de l'enzyme HMG-CoA réductase, une nouvelle génération. Triptor présente des propriétés pharmacologiques et pharmacocinétiques performantes. Triptor a un faible taux de pénétration dans le tissu extra-hépatique, une faible potentiel d'interaction avec le cytochrome P3A4. Triptor est plus efficace que les autres statines dans la réduction des concentrations de cholestérol et dans l'augmentation du cholestérol HDL. Triptor constitue un ajout précieux dans les choix thérapeutiques actuellement disponibles chez les patients souffrant de glycémie. Quelles sont les preuves scientifiques de l'efficacité supérieure de l'oxyvastatine? Les voilà. C'est la première source indienne, d'origine indienne, qui a consisté à faire une étude, c'est l'étude JAPI. Elle a consisté à faire une étude comparative entre les statines notamment utilisées. On a notamment la rosuvastatine 10 mg, la pravastatine 10 mg et la simvastatine 10 mg. On a testé sur le HDL cholestérol en bleu, LDL cholestérol en jaune et les triglycérides en gris. Au niveau du LDL cholestérol, on voit que sous 10 mg de rosuvastatine Triptor, vous réduisez le LDL cholestérol de moins 46%, contre moins 35% avec atorvastatine, même de 10 mg, contre moins 26%. Donc, or, l'objectif, la cible, c'est le cholestérol LDL. On voit que, manifestement, l'efficacité supérieure de la rosuvastatine par rapport à l'atorvastatine. Alors, cette même étude nous dit, c'est normal. La recherche fondamentale, on est parti de la première molécule
La recherche fondamentale développe les molécules existantes pour les rendre plus efficaces, plus performantes, en même temps qu'elles ont un meilleur produit. Donc, la dernière mise au point, la revue vaccine est l'une des molécules de dernière mise au point, qui date de 2003, par rapport à l'auteur vaccine qui date de 1987 pour sa mise au point, par rapport à la cisastatine. Donc, la statine, la revue vaccine, est la statine plus récente, en la plus performante. Donc, source, étude Jacquin, le rôle de la revue vaccine dans la prévention secondaire des maladies. Journal de l'Association des médecins de l'Inde. Okay. Après une source indienne, voilà un récapitulatif qui est ici dans ce tableau. Voilà. Augmentation du LDL de plus 8 pour l'augmentation du HDL moins 46 pour la diminution du LDL moins 20%. Au niveau des paramètres pharmacocinétiques, biodisponibilité du temps 90%, la torvastatine se situe entre 90 et la civastatine sur 5% de biodisponibilité. En revanche, au niveau de la demi-vie, on a 19 heures de demi-vie d'élimination, pour entre 14 heures de demi-vie d'élimination pour la torvastatine. Donc, la molécule de civastatine est la statine qui a l'activité la plus longue. Alors, autre source, c'est les CSLA qui nous renseignent que sur le fait que sur 10 mg de civastatine 10 mg, vous réduisez de 49% le cholestérol LDL. Idem, l'étude Discovery Penta corrobore le programme d'objectif européen de LDL et a trouvé que sur 10 mg de civastatine, vous avez jusqu'à près de 59% des patients qui atteignent les objectifs européens en matière de cholestérol. C'est vraiment bon. Maintenant, l'étude Jupiter dans la crise cardiaque nous renseigne qu'avec 20 mg de civastatine, vous réduisez de 50% les risques de survenue de crise cardiaque. Toujours le Jupiter sur les maladies, accidents cérébraux, jusqu'à réduction de 48% du risque de diminution des AVC sous 20 mg de civastatine, c'est-à-dire 2 comprimés de l'effort 10 mg. Alors, régulation de les lipides par la rosuvastatine. Régulation des lipides par la rosuvastatine. Au niveau du cholestérol HDL, la rosuvastatine a augmenté le HDL de 6%. Au niveau du cholestérol LDL, la rosuvastatine était environ 3 fois plus puissante dans la réduction du cholestérol LDL. Et la réduction du cholestérol LDL de la rosuvastatine à raison de 10 à 40 mg par jour a entraîné une diminution du cholestérol LDL de 46 à 55%. Enfin, comparaison rosuvastatine versus atorvastatine dans le diabète de cycle 2, les résultats obtenus nous renseignent que la rosuvastatine a considérablement réduit les niveaux de cholestérol LDL par rapport à l'atorvastatine pendant les périodes de dose cyclée d'ajustement. Ça, c'est l'étude Uranus. Donc, on a cité plusieurs études d'origine diverse qui nous montrent en suffisance quelles sont les performances thérapeutiques de traitement. Alors maintenant, quelles sont les indications de traitement? Dans le traitement, c'est à la fois dans le traitement des hypercholestérolémies, dans la prévention des événements cardiovasculaires, l'hyperlipidémie primaire, dyslipidémie mixte, hyperglycémie, chez les patients ayant une dysbétale hyperproteinémie, chez les patients en cas de réduction de l'athérosklérose, dans la réduction des risques d'infarctus du myocarde, d'AVC, chez les patients pédiatriques âgés de 10 à 17 ans, atteints d'hypercholestérolémie familiale. Les contre-indications en cas de grossesse, en cas de d'affection hépatique, n'est-ce pas? Effet indésirable généraux, le cycle affection musculeuse
simple, un comprimé de 5 mg de Victor, 5 mg, ou un comprimé de Victor 10 mg, une fois par jour par voie orale, administré à tout moment de la journée, pendant ou en dehors. Vous avez une large plage physiologique, vous pouvez évoluer dans la plage de 5 mg à 40 mg une fois par jour par voie orale. Voilà, remarque, compte tenu de l'augmentation des effets indésirables observés à la dose de 40 mg, celle-ci peut être répartie en 2 prises par jour. 20 mg le matin, soit 2 comprimés de Victor 10 mg, 20 mg le soir, soit 2 comprimés de Victor 10 mg. Correspondance des dosages, en termes d'équivalence, en termes d'efficacité, c'est 5 mg de Victor pour 10 mg d'orthorvastatin. 10 mg de Victor pour 20 mg d'orthorvastatin. Quelles sont les propriétés pharmacologiques du Victor? La rosuvastatine est un inhibiteur de l'enzyme HMG. La rosuvastatine est un inhibiteur compétitif de la molécule HMG, enzyme responsable du contrôle de la transformation du coenzyme mévalonate, lequel mévalonate est le précurseur de glycolyse. Quand vous bloquez vous visez ce cercle vicieux. Alors, mais maintenant, quelles sont les propriétés pharmacologiques? C'est ma concentration maximum atteinte au bout de 5 heures après la prise de rosuvastatine. Donc, délai d'action plutôt rapide, biodisponibilité de 90%, donc 90% de la dose initiale ingérée qui sont assimilées par l'organisme, d'où on en déduit en forme d'efficacité. Demi-vie de 20 heures, donc la durée d'action thérapeutique la plus longue à ce jour parmi les statuts. Alors, le profil de sécurité est là. Les résultats obtenus sur des études donnent la preuve que le profil de sécurité de la rosuvastatine est similaire à celle de d'autres statuts commercialisés. Quelle conclusion? On va conclure en retenant ceci. La rosuvastatine Victor est la statine la plus puissante. Moins 46% de réduction de LDL, moins 20% de réduction des triglycérides, en revanche, plus 8% d'augmentation du HDL cholestérol. La rosuvastatine Victor augmente considérablement les niveaux d'adiponectine jusqu'à plus de 67% d'amélioration. La rosuvastatine, c'est donc un dosage réduit, une efficacité accrue avec un meilleur profil. Les prix de la rosuvastatine sont relativement accessibles. 6 300 francs pour la boîte de Victor 10 mg pour un mois de traitement, 6 300 pour un mois de traitement, c'est acceptable. Victor 5 mg boîte de traitement pour un mois de traitement, 5 300 francs. La rosuvastatine est la plus récente, la statine la plus récente de nouvelle génération, mise au point en année 2003. La rosuvastatine est la statine qui développe la plus longue durée d'action jusqu'à 20 heures de vie. Et pour terminer, nous terminerons juste par un exercice mnémotechnique de mémorisation. Le F de Victor égale Victor. Le L de Victor rappelle que le Victor est univien. Le I de Victor rappelle les perturbations notamment du le P de Victor rappelle les perturbations du le T, le traitement de Victor, traitement préventif de l'athérosclérose et les préventions. Le R de Victor égale les préventions en aussi bien primaire que secondaire. Voilà ce qu'on avait à vous proposer à propos de Victor. Je vous remercie du progrès de l'attention. Voilà ce que je peux vous présenter en boîte de Merci. Marier une femme, 6 enfants, parce que c'est l'une des causes de stress au Niger. Absolument vrai. On l'a vu de par la profession. Je voulais tout simplement partager notre expérience parce que je suis diabétique depuis 2005. Je suis porteur de stent, donc angioplastie, depuis 2017. Tout ce que le docteur Ibra a dit là, je l'ai. Hein. Mais ça n'empêche pas de vivre. C'est ça qui est important. Ça n'empêche pas de vivre. Il faut juste s'adapter. Il faut juste suivre la médication et il faut juste suivre le régime tel que ça a été dit ici. C'est très difficile pour le Nigérien. J'en conviens. Hein. Moi, j'étais à l'international. Je n'ai pas de souci par rapport à l'alimentation. Je n'ai pas un problème.
mais je sais que c'est difficile et compliqué pour les Nigériens. Là, M. Bektoulonsi vient de remettre en cause un de mes traitements. Moi, je suis sous atorphite. Hein? Vous voyez bien. Hein? Et là, docteur Sirajine est là. Je vais le voir dans 2-3 jours. Hein? Pour qu'on règle ça. C'est vraiment pour vous dire que la maladie n'empêche pas de vivre. Éviter le stress inutile. Vraiment, tous les problèmes des Nigériens, c'est ça. Stress inutile, malbouffe, parce que les gens mangent dans la rue. Hein? Vos trucs de compte là, de machin, tout ça. Il faut arrêter, parce que toutes les maladies sont là. Parce que compte seul, c'est bon. Mais quand vous mettez le tout dedans, ça ne sert plus à rien. Donc, c'est vraiment une petite contribution, parce que moi, je suis suivi ici depuis plus de 12 ans. Médicalement, je n'ai aucun problème de santé. À la date d'aujourd'hui, j'ai mon rendez-vous pour le 6 octobre avec le docteur Sirajine. Tous les 6 mois, je vais me faire contrôler. Hein? On souhaite juste longue vie à tout le monde et que toute cette affaire de maladie-là, que ça ne soit que passager. C'est pour ça que je l'ai dit, il faut que je vienne parce que je sais que c'est important. Le cœur, si ça s'arrête, c'est terminé. Voilà. Hein? Moi, j'ai 64 ans, mais quand vous me voyez, vous allez me donner 50 ans. N'est-ce pas, non? Alors, merci pour ta présentation. Et pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai deux questions d'abord. Au niveau des huiles de cuisson là, qu'est-ce qu'il en est de l'huile d'arachide? Ça ne peut pas dire. Comme vous avez un végétal, huile, ça passe. Donc l'huile d'arachide, oui. Mais malheureusement, je sais que l'huile d'arachide est beaucoup plus consommée en fait dans nos régions. Et au niveau international, je pense que c'est une huile qu'ils ne connaissent pas beaucoup. Donc voilà pourquoi en fait toutes ces études ont été, ils n'en parlent pas beaucoup. En fait. Mais l'huile d'arachide, c'est une très bonne huile en fait. Par 24 heures, est-ce que les 4 grammes c'est pas ce pour moi? Je pense que c'est les hypertendus, il faut le ramener aux alentours de 3 grammes. L'objectif de l'OMS, c'est de revenir en fait entre, comme ils l'ont dit, 4 et 6 grammes. Et 4-6 grammes, c'est vrai, quand on le dit comme ça, on ne sait pas exactement. Mais en dosant en fait avec la cuillère à café, puisque c'est juste une cuillère à café par jour, je pense que c'est plus précis. Maintenant, descendre plus bas, parce qu'il y a eu des études en fait qui ont montré que la consommation de sel, c'est une courbe en J. C'est-à-dire que quand vous êtes au-delà de 5 grammes, la mortalité cardiovasculaire elle est élevée. Et quand vous allez descendre beaucoup plus bas, là la mortalité est encore élevée. Donc ça ne sert à rien parce que je suis hypertendu revenir à 2 grammes ou dire que je ne vais consommer que 1 gramme. Je veux dire, il ne faut pas quand même oublier quand même il y a une production journalière de 50 kg de sodium, soit à peu près 2 grammes. Donc là, ajouter à 3 grammes, ça se donne, on se retrouve dans la fourchette. Je pense qu'avec les 4 grammes, ça me paraît un peu élevé. Moi, je pense qu'il faut aller aux alentours de 3 grammes en tenant compte de la production journalière de 50 kg apportée par l'organisme. Maintenant, la dernière partie de mon intervention, moi je dirais que le thème, le titre pourrait s'interposer au rang. Voilà. Donc c'est pour dire que vraiment le thème là, il est universel. Ça concerne beaucoup d'organes. En tout cas, les principaux organes nobles qui sont le cœur, le rein, tout ce que tu avais cité comme facteur de risque là peuvent se retrouver. Et je pense que franchement c'est un appel. Parce que en ayant une bonne qualité de vie, une bonne hygiène de vie, à travers les recommandations que tu as citées ici, on peut préserver son cœur, on peut préserver son rein, au lieu de vous exposer à des complications redoutables. Le monsieur qui vient de prendre la parole, qui est là avec des comorbidités multiples, mais qui ne l'empêche pas de vivre, mais c'est quand même assez lourd d'un point de vue suivi médical. Si je prends le cas de l'insuffisance rénale, imaginez par exemple une hypertension artérielle, pour un diabète, vous vous retrouvez en hémodialyse de manière permanente, ou à défaut, ou parfois vous allez vous faire transplanter au prix d'une immunosuppression aussi qui expose à d'autres complications. Donc sincèrement, je pense que le thème, il est disciplinaire, et je trouve que vraiment le travail que tu as fait, c'est un travail intéressant, et c'est vraiment utile pour... je pense que c'est à l'occasion de la journée mondiale du cœur, vous avez dit, parce que c'est un message pour le grand public. Tout le monde est censé comprendre ce qui est passé, c'est un message clair et net.
Encore une fois, je te remercie, je te félicite pour cette présentation assez limpide. Pour Hervé, bon, merci, parce que nous, on est dans la thérapeutique. On a connu les statines, la simvastatine, on a fini par arriver à l'atoxastatine. Maintenant, vous nous proposez une troisième molécule, c'est pour enrichir la prise en charge de ces pathologies. Nous pouvons vous remercier. Moi, je n'ai pas l'expérience du Fructor personnellement, mais depuis là, on va essayer de voir. Lorsqu'on a une petite résistance aux anciennes statines que nous connaissons, on va voir le résultat. Les études ont montré qu'apparemment, il y a un résultat meilleur par rapport aux autres. Il faudrait que nous aussi, nous capitalisons notre propre expérience dessus. Voilà. Et merci à Hervé de nous avoir parlé de cette statine. En fait, il n'a pas voulu cracher le morceau. C'est le Crestor qui coûte beaucoup plus cher que ce qu'il dit. C'est la même chose si vous utilisez le Crestor. Donc, l'avantage vraiment du prix, c'est très important pour nous. Et merci pour cet avantage-là. Je voulais dire, vous savez, à propos des normes européennes, moi j'insiste toujours, il faut les relativiser. Quand vous parlez de sel, 3 grammes, 4 grammes, vous pensez que parmi nous, il y en a qui pèsent leur sel? C'est un plat familial, hein? Une famille de 20 personnes, vous voyez en train de prendre des cuillerées à café pour peser le sel? Non. Mais je me dis qu'il nous faut une adaptation locale. C'est sûr que quelqu'un qui coupe du bois, hypertendu soit-il, qui circule au mois d'avril, vous le limitez à 3 grammes, vous allez le tuer. Parce que rien que par la sueur, ce qu'il va enlever comme sel, et que vous allez restreindre, c'est pour dire, c'est un appel général, toujours adapter à nos contextes locaux les recommandations internationales. Il faut toujours relativiser par rapport à nos contextes. Merci. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais rebondir en fait sur tout ce que vous avez dit. Il est vrai que c'est difficile de demander aux malades de peser. Mais en fait, derrière cette idée, qu'est-ce que nous voulons dire? C'est juste dire aux gens qu'il faut éviter les cubes. Voilà. En fait, derrière, je ne l'ai peut-être pas dit, mais si vous avez vu la présentation, il y avait une image en fait du cube magie. Le message, c'est que dans l'alimentation, il faut juste éviter tout ce qui est cube. Parce que les cubes contiennent énormément de sel. En évitant les cubes et en salant normalement les repas, ça tient la route. Parce que je ne sais pas si vous avez une idée de combien de grammes de sel il y a dans les petits cubes magie. Est-ce que quelqu'un a une idée? 15 grammes. Oui. Hein? C'est 10 grammes. 10. C'est environ 10 grammes de sel dans les petits cubes magiques. Or, mesdames, quand vous préparez, je ne sais pas combien vous en mettez dans la sauce. Donc, voilà. Vous voyez. Pourquoi on ne sent pas le goût par rapport au sel naturel? C'est une question. C'est autre chose. Mais voilà, donc c'est ça que je voudrais dire. Évitons les cubes. Mais doser le sel, là, bon, c'est vrai que là, c'est un peu difficile. Mais quand on arrive à éviter les cubes, je pense que il y a un laboratoire aussi pour cette présentation. Moi, c'est juste un apport. C'est vrai que donc on a parlé du cœur et avec beaucoup de facteurs de risques qu'il faut éviter, y compris surtout l'alimentation. Mais il faut penser à protéger le cœur dès l'enfance. Comme je suis pédiatre, parce que ici au Niger, on a un grand problème de santé publique qui est nutritionnel. Si on prend au Niger, 45% des enfants, ils ont un retard de croissance. Ils ont un retard de croissance. Un enfant sur deux. Donc il a une malnutrition chronique. Ça, c'est énorme. Et des fois, c'est depuis pendant la grossesse. Quand vous partez à l'école, vous allez voir des petits-enfants du même âge avec deux coups. C'est pas autre chose qu'une malnutrition chronique. Hein. Mais ça, la science a prouvé que ces enfants-là qui ont une mauvaise nutrition, quand ils grandissent, ce sont eux qui présentent plus de pathologies cardiovasculaires. Donc c'est ce qu'on appelle la programmation métabolique.
Et ça, c'est vraiment avec de fortes preuves scientifiques. Donc c'est pour juste penser à protéger le cœur de nos enfants quand ils seront les adultes de demain. Donc il ne faut pas attendre qu'on soit adulte. Donc c'est juste une contribution. Juste parfois le cholestérol total. C'est dire que c'est très important, vu les exposés qu'ils ont faits, de savoir la part des types de cholestérol. Le LDL, c'est le mauvais cholestérol. Le HDL, c'est le bon cholestérol. Alors, si vous avez un cholestérol total et que le HDL est primordial, il y a le rapport qu'on fait, la cholestérol total sur HDL. Je ne sais pas si ça tient encore. Le rapport doit être inférieur à 4,5. Bon, je me dis, sans même doser le LDL souvent, parce que parfois le dosage est un peu plus coûteux, mais c'est pour dire que le dosage du cholestérol total seul ne suffit pas. Il faut toujours demander au moins une des composantes. C'est vrai qu'il a montré en fait une étude, donc je me suis rappelé tout de suite, l'étude Stellar. Effectivement, l'étude Stellar, elle a comparé 4 statines. La rosuvastatine, la torvastatine, la simvastatine et la pravastatine. Stellar. C'est pas celle-là. Et les conclusions de l'étude Stellar, elle a montré, voilà celle-là. Voilà. L'étude a montré que la rosuvastatine, c'est la statine la plus efficace des 4. Dans l'ordre, c'est rosuvastatine, atorvastatine, simvastatine et pravastatine. En termes d'efficacité. C'est ça les conclusions de l'étude Stellar. Mais celle-là, je ne sais pas, vous avez pris juste une petite branche de l'étude. Ma question, nous, en tout cas, on nous a toujours dit que les statines, il faut les donner le soir. Et là, j'ai vu que dans la présentation, on dit qu'il faut donner à n'importe quel moment de la journée. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il s'agit des anciennes molécules, voilà. Et à partir de l'innovation principale, le profil de tolérance a été amélioré sous la rosuvastatine qui date que de 2003 et ce sont dans leurs conclusions que ça ressort. Voilà. Donc, meilleur profil de tolérance parce que par ailleurs, il y a aussi une augmentation de l'efficacité. C'est la recherche, c'est l'intérêt de la recherche. Accroître l'efficacité thérapeutique, réduire, améliorer le profil de tolérance. Voilà. Nous sommes à la fin de cet enseignement post-universitaire. Nous remercions les participants, nous remercions les présentateurs, Dr Ibra, Dr Hervé. On invite l'assistance à une collation dans le couloir. Voilà comment on